Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire du lundi 28 février 2022. Un point hebdomadaire qui est bien entendu dédié au conflit en Ukraine. Comment le conflit en Ukraine va-t-il affecter l'économie et les marchés? Alors pour répondre à cette question, nous allons donc commencer par nous intéresser à l'économie. Nous allons passer par la suite au marché boursier, aux matières premières, puis au marché d'échange. Donc voilà pour le programme. On va essayer donc de voir les conséquences de ce conflit sur différents marchés. Mais avant toute chose, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors, on commence par le volet économie tout d'abord. Alors, on va s'intéresser à la part du commerce avec la Russie et l'Ukraine, une part du commerce qui reste tout de même modérée. Attention, je raisonne d'un point de vue global. Pour l'Union européenne, cette part représente environ 5% des exportations et un peu plus des importations. Pour les États-Unis, cette part est encore plus faible. On est à moins de 1% à eux deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fin de toute relation commerciale entre l'Union européenne et la Russie et l'Ukraine serait un réel revers pour l'Europe. Pourquoi? On en parle depuis très longtemps, même depuis avant que ce conflit vienne à se matérialiser. C'est à cause de la hausse des prix des matières premières. C'est la hausse des prix des matières premières qui est une menace pour l'économie. Ce n'est pas la part du commerce de l'Europe avec la Russie et l'Ukraine. Mais ce sont donc bien ces matières premières qui posent problème en particulier pour l'Europe. Et donc ce conflit est clairement haussier pour les matières premières et ça affecte directement l'Union européenne. Ça affecte directement par exemple le pouvoir d'achat des Français. Et justement, les sanctions qui sont annoncées contre la Russie pourraient exacerber cette hausse des cours. C'est pour ça que pour le moment, on fait très attention avec SWIFT. Alors, on a décidé d'exclure certaines banques russes du réseau SWIFT, mais seulement celles qui n'interviennent pas, qui ne font pas partie donc de la vente de matières premières. De cette manière-là, on essaye de mettre la Russie face aux inconvénients de ne pas faire partie de SWIFT, tout en épargnant le volet matières premières et donc en épargnant les conséquences néfastes pour l'économie européenne. Parce que effectivement, des prix des matières premières plus élevés signifient des marges plus faibles pour les entreprises et par la suite une baisse progressive de la demande et donc ce qui va compliquer la tâche des banquiers centraux. Alors sur la gauche, on voit différentes matières premières qui sont toutes fabriquées en Russie, qui sont produites en Russie, et c'est ce qui explique cette hausse de ces matières premières. Il y a également ici les engrais, on en a parlé brièvement. La Russie est un producteur important d'engrais. Ces engrais sont nécessaires à l'agriculture en Asie, mais également en Europe. Et donc, une hausse du cours de ces engrais aurait un impact direct sur le pouvoir d'achat parce que cela obligerait les agriculteurs à augmenter leurs prix et donc cela se ressentirait tout simplement sur le ticket de caisse en sortant du supermarché. Donc, voilà les différentes matières premières qui sont impactés. Voici leur part dans les exportations et voici leur variation pour la plupart des hausses annuelles. Alors on passe à présent justement à un autre problème auquel fait face l'Union européenne, un problème auquel fait face l'Europe, ce sont les problèmes de logistique. Avant même ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y avait d'énormes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et ces perturbations devraient donc s'accentuer notamment en Europe. Et dans ce contexte-là, le scénario de stagflation devient de plus en plus probable. Donc la logistique également sera soumise à rude épreuve très prochainement. Et petite parenthèse, parce que on parle beaucoup de la hausse des cours de l'énergie, de la répercussion sur les prix de l'essence à la pompe à essence. Il faut savoir que la hausse des cours du pétrole aura des répercussions sur tout produit qui se transporte. Tout produit qui doit être transporté
transporter verra ses coûts augmenter parce qu'il y aura des coûts justement pour le transport. Et étant donné que l'énergie, l'essence sera plus chère, ce sont des coûts additionnels qui vont encore une fois, eux aussi, être répercutés sur le consommateur final. Un consommateur final qui va donc subir la hausse des coûts des producteurs, la hausse des coûts des entreprises, des agriculteurs, mais également la hausse des coûts de transport et donc une hausse qui sera due aussi aux problèmes de logistique. Donc voilà, pour y voir un peu plus clair sur l'impact justement de la hausse de ces matières premières, et c'est pour ça que je parle depuis peu d'un éventuel choc des matières premières. On passe à présent au marché action. On va voir plusieurs indicateurs. On va parler de surévaluation et de sous-évaluation. Bien entendu, surévaluation, nous allons parler de Wall Street, et pour la sous-évaluation, nous allons parler de l'indice russe. Alors, concernant les différents indices mondiaux, hein, vous les retrouverez pratiquement tous ici. Voici la légende pour retrouver des indices en particulier. Alors, pour le moment, ce n'est qu'une correction. Pour le moment, les baisses que l'on constate à l'heure actuelles sont beaucoup moins profondes de ce que qu'on a connu pendant les débuts de la pandémie. Le S&P 500 n'est toujours pas en bear market. C'est le cas pour le Nasdaq. Un bear market, c'est quoi? C'est lorsque les prix se replient de plus de 20% par rapport au récent sommet. Le Nasdaq y est entré très rapidement et est revenu en territoire de correction. Donc pour le moment, que ce soit Nasdaq ou S&P 500, on est en territoire de correction. Un territoire de correction, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans cette zone de moins 10% depuis les récents sommets. Donc moins 10% depuis les récents sommets, c'est une correction. Moins 20%, c'est un bear market. C'est un marché baissier. Ce qu'il faut garder en tête également, c'est que ce qui est en cause de ces baisses n'est pas simplement le conflit. Les indices boursiers étaient déjà sous pression auparavant, et cela était dû principalement au changement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc la baisse actuelle est le résultat de plusieurs facteurs, de ce virement hawkish de la Réserve fédérale américaine, une Réserve fédérale américaine en train de resserrer sa politique monétaire, mais également l'incertitude qui est liée à ce conflit, à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc concrètement, on est toujours largement au-dessus des sommets qui avaient été atteints avant la pandémie. Donc à présent, on va s'intéresser justement à la surévaluation de Wall Street. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Ici, on a un indicateur qui compare les cours sur bénéfices passés et attendus et les cours sur les ventes passées à la moyenne sur 10 ans. Alors, en s'intéressant à la situation sous cet angle-là, comme on l'a dit, aux États-Unis, Wall Street est toujours surévalué, et inversement, vous voyez, concernant la surévaluation, on retrouve le Nasdaq suivi de près par le S&P 500, ensuite le MSCI World, et on retrouve à l'opposé dans les indices sous-évalués l'indice russe suivi de l'indice polonais et le FTSE. Donc ici on retrouve deux opposés, Wall Street et l'indice russe. Alors il y a tout de même des questions qu'il faut se poser. La première question est la suivante. Dans quelle mesure les performances des entreprises russes vont-elles se détériorer en raison des sanctions? En d'autres termes, quel sera l'impact réel de ces sanctions? On les connaît aujourd'hui, il nous reste plus qu'à mesurer leur impact concret sur les entreprises russes. Deuxième question, est-ce qu'il va y avoir des représailles de la part de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il est envisageable que les actionnaires étrangers soient expropriés afin entre guillemets de punir l'Europe de cette nouvelle vague de sanctions? Ce sont les deux questions que l'on se pose à l'heure actuelle. Donc l'impact des sanctions et quelles seront les représailles entre guillemets économiques ou boursières de Vladimir Poutine. Alors, à présent, que nous indique l'indicateur de sentiment? Alors, on a atteint un plus bas depuis la séance de jeudi, malgré le rebond. Jeudi, c'était lorsque l'on a appris effectivement que la Russie avait pénétré l'Ukraine et qu'une invasion était en cours. Alors, on est à un niveau, concernant le sentiment est ici, on est à un niveau qui habituellement sert de
support. Donc très souvent, lorsque l'on atteint ce niveau, c'est la fin de la correction. On peut le voir hein, comme précédemment. Si on va plus bas, on pourra aller chercher la zone des -3. Hein. Donc c'est une zone qui est atteinte pour les corrections les plus profondes, hein, comme ici, par exemple en 2019, ou ici la correction liée au Covid. Donc on est vraiment sur un support très important d'un point de vue de l'indicateur de sentiment. Si ce niveau venait à casser, cela renforcerait les probabilités d'une correction plus profonde qui pourrait entraîner Wall Street en bear market, en marché baissier. Je vous le rappelle, pour le moment, on est encore en territoire de correction. Alors, concernant la Réserve fédérale américaine, pour le moment, hein, il n'y a pas de réel impact de ce conflit d'un point de vue de la Réserve fédérale américaine. Il n'y aura pas de changement de politique monétaire de la part de la Fed, mais il y a eu, on s'attend à une baisse beaucoup plus modérée des taux. Concernant donc les déclarations des représentants de la Réserve fédérale américaine, elles seront attendues et elles seront écoutées avec attention. Parce que c'est à ce niveau-là où on aura éventuellement des indices. Mais pour le moment, hein, pas de virage à 180 degrés concernant la Réserve fédérale américaine. Les déclarations auxquelles on a eu droit pour le moment n'apportent aucun changement. Les déclarations à venir seront très importantes. Alors, on va s'intéresser à quelques banques russes. Des banques russes qui ont une exposition limitée hein, en dehors de la Russie. Alors effectivement, l'Occident ne veut pas que les banques russes soient totalement déconnectées du système SWIFT, on l'a compris, et ça aurait été une sanction beaucoup plus sévère, mais pour cela, l'Europe aurait dû se tirer une balle dans le pied. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment l'image qu'il faut avoir dans la tête. Et hormis cela, d'autres sanctions pourraient être inefficaces parce que effectivement les banques russes ne génèrent qu'une fraction de leurs revenus hors de Russie et c'est une part qui ne cesse de diminuer depuis l'annexion de la Crimée. Et donc l'affaiblissement du rouble en réponse à l'annexion de la Crimée a entraîné une micro-crise financière en Russie, ce qui a encouragé Moscou à augmenter la part de l'État dans le secteur bancaire. Alors on va s'intéresser à deux banques très exactement, VTB Bank et Sberbank. Alors concernant VTB Bank, on va parler de plusieurs critères. Tout d'abord, l'exposition en dehors de la Russie pour 2007 à 2016. Ensuite, la part des revenus, l'évolution de cette part des revenus pour VTB Bank. Et on va s'intéresser aux succursales dans l'Union européenne et la part des capitaux étrangers. Alors, concernant VTB Bank, le revenu moyen provenant de l'extérieur de la Russie de 2007 à 2016 est de 10,8% selon les données de 2016. La part des revenus qui proviennent de l'extérieur de la Russie a diminué depuis 2013 et ça pourrait donc être plus faible aujourd'hui. Hein. Pourquoi depuis 2013? En 2014, c'était l'invasion de la Crimée. Donc là, on comprend qu'il y a eu un virage stratégique qui a été pris au niveau de la VTB Bank à ce moment-là. Concernant ses succursales dans l'Union européenne, VTB Bank en a en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les capitaux étrangers représentaient 41,4% à la fin de 2020. Concernant Sberbank, 96,5% des revenus en 2020 étaient générés en Russie. Sberbank a des succursales dans de nombreux pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Hongrie, la République tchèque, la Serbie et la Slovénie. Sberbank a les capitaux étrangers représentaient 43% à la fin de 2020. À présent, on va s'attaquer aux matières premières. On en a déjà beaucoup parlé. Il ne va pas y avoir de redite, on ne va pas répéter tout ce que l'on a dit. On va essayer juste de peaufiner, d'ajouter de nouveaux éléments à tout ce que nous avons déjà abordé. Je vous le rappelle que lors de 2 ou même 3 vidéos dédiées à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous avons déjà détaillé les impacts sur les différentes matières premières, que ce soit des métaux, des matières premières énergétiques ou bien des matières premières agricoles. Alors, on va s'intéresser aux
pétrole aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pas le focus, mais on va voir pourquoi c'est pas un problème. Et c'est pour ça que l'on n'a pas insisté là-dessus lors des précédentes vidéos. Alors, quels sont les pays européens qui sont le plus exposés au pétrole russe? Ce sont les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne. Ce sont ceux qui achètent le plus de pétrole et de carburant en Russie. Selon S&P Platts, environ 2,2 millions de barils par jour de pétrole sont acheminés vers les pays soutenant l'Ukraine, entre guillemets. Ce sont des niveaux qui pourraient être... c'est-à-dire que ces 2,2 millions de barils de pétrole par jour, les États-Unis pourraient les combler assez facilement, voire même d'autres pays de l'OPEP. Donc on comprend pourquoi ce n'est pas un problème. On pourrait combler le manque de pétrole russe en Europe très facilement. Cela pourrait être fait par les États-Unis qui, je vous le rappelle, ont proposé de libérer une partie de leurs réserves stratégiques ou d'autres pays membres de l'OPEP. Dans ce cas-là, c'est l'Arabie Saoudite qui s'est proposé d'augmenter sa production de pétrole brut afin d'approvisionner l'Europe de manière continue. Et il faut savoir que ici, c'est beaucoup plus simple concernant le pétrole parce que le pétrole ne nécessite pas une infrastructure aussi complexe que pour le gaz naturel liquéfié. Et donc on garde en tête JP Morgan qui prévoyait des niveaux de 120 $ le baril en cas d'invasion. On a atteint les 106 $ le baril, mais pour le moment il n'y a pas eu un arrêt des exportations de pétrole comme cela aurait pu se produire si la Russie était totalement exclue de SWIFT. Alors j'insiste encore une fois que ce n'est pas le cas pour le moment. On fait très attention de ne pas de préserver le compartiment des matières premières. Donc voilà pourquoi ce n'est pas un problème concernant le pétrole, une offre de pétrole russe qui pourrait être compensée par de nombreux pays, en tête les États-Unis qui pourraient libérer leurs réserves stratégiques pour compenser la perte de gaz de pétrole brut russe et l'Arabie Saoudite qui pourrait augmenter sa production. Ce n'est pas le cas pour le gaz naturel. À très court terme, c'est un problème. On en a déjà beaucoup parlé et on va faire le point à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir concernant le GNL, le gaz naturel liquéfié, il faut regasifier ce gaz naturel qui est à l'état liquide et l'Europe compte une trentaine de sites de regasification du gaz naturel liquéfié. Les 2/3 du GNL mondial sont vendus dans le cadre de contrats à long terme. On en a déjà parlé. Et ces contrats à long terme, il est très difficile, voire impossible de s'en défaire. Donc on a déjà des engagements. C'est pour ça que on ne peut pas combler sur le court terme le manque de gaz naturel russe. Alors, qui sont les bénéficiaires de ces contrats? Qui sont les principaux clients? Ce sont des clients asiatiques, notamment chinois, japonais et de Corée du Sud. Ils ont effectivement exprimé leur volonté éventuellement de rediriger leurs approvisionnements vers l'Europe en cas de suspension des exportations de gaz par de la Russie vers l'Europe. Alors, selon The Economist, 10 à 15% de l'approvisionnement en gaz de la Russie peut être couvert par le GNL assez rapidement. Donc ça reste tout de même assez faible. Vous voyez, pour le pétrole, on pourrait combler très rapidement, mais pour le gaz naturel, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a insisté dessus lors des dernières semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre, la moitié du GNL américain était destiné à l'Europe. Et si tout ce GNL était destiné à l'Europe, au lieu de la moitié, cela couvrirait 20% des approvisionnements russes en Europe. Donc, ça règle le problème à 1/5, si je puis dire. Ça couvre seulement 20% si les États-Unis font cet effort-là, sachant que les autres grands producteurs, parce qu'il y en a, pas seulement le Qatar, je parle beaucoup du Qatar, il y a aussi l'Australie et les États-Unis. Donc le top 3, c'est Australie, Qatar, États-Unis. États-Unis, on en a parlé, ça pourrait faire 20%. Le Qatar, malheureusement, est déjà lié par des contrats de long terme et c'est la même chose pour l'Australie. Donc vous comprendrez pourquoi la situation est plutôt délicate concernant le gaz naturel et le gaz naturel européen a d'ailleurs bondi, il me semble, de plus de 20% lors des dernières heures. C'est à cause de cela, justement, alors que le pétrole se contient, résiste à la pression haussière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie envoie quotidiennement 23,3 milliards de pieds cubes de gaz en Europe. Cela correspond, en tout cas
Par rapport aux revenus de Gazprom, cela correspond à 200 millions de dollars par jour, hein, tout de même, ce qui reste considérable. Il faut garder en tête que l'ensemble du marché mondial du GNL en 2022 est évalué à 53 milliards de pieds de cubes par jour. La consommation mondiale de gaz, alors je n'ai plus le chiffre, hein, veuillez m'en excuser, je le retrouverai. Mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que le GNL ne représente qu'une fraction minime, hein, du marché total du gaz naturel. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte, hein, il faut regazifier justement ce GNL et les installations sont plutôt coûteuses. On notera que aux États-Unis, le marché total du gaz est de 90 milliards de pieds de cubes donc pour exporter plus, on a les pieds et les moins liés parce que justement, il faut avoir cette capacité de liquéfier le gaz. Donc c'est vraiment la vraie difficulté et c'est ce qui explique aussi l'écart entre les prix du gaz naturel américain et les prix du gaz naturel européen. À l'heure actuelle, en Europe, les prix sont 10 fois plus élevés qu'aux États-Unis, alors qu'il y a un an, cette différence de prix, on était simplement du simple au double, hein. Il me semble que les prix en Europe étaient 2 à 3 fois plus importants qu'aux États-Unis. Donc voilà pour le gaz naturel, cette petite subtilité qui explique la difficulté de combler le manque de gaz naturel russe. Il y a cette subtilité par rapport au gaz naturel liquéfié, alors que du côté du pétrole, on pourrait donc compenser les États-Unis et l'Arabie Saoudite, voire même la Norvège pourrait compenser sans aucun problème cette perte de pétrole russe. Alors concernant l'aluminium, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais il faut savoir que la situation est très tendue à ce niveau-là. La Russie représente environ 10% des exportations mondiales d'aluminium. Rusal, le plus grand producteur, a déjà fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis. Rusal, c'est 6% de la production mondiale. À l'heure actuelle, l'aluminium cote 3500 $ par tonne. Les stocks mondiaux sont à leur plus bas niveau depuis 2007, hein, donc des niveaux de stock assez alarmants. Et il y a un lien très important à faire, c'est que on est en pleine crise énergétique en Europe et à cause de cette crise énergétique en Europe, on ne peut pas produire d'aluminium de manière rentable. Pourquoi? Parce que pour produire une tonne d'aluminium, ça coûte plus cher que l'aluminium lui-même en tant que matière première. Et ça, ce sont des données qui sont issues de France, hein, mais la situation est similaire en Europe. Donc ce coût de l'énergie ne rend plus rentable la production d'aluminium en France. Alors, on va parler à présent des céréales. On a pas mal parlé, hein, du blé et du maïs. Là, on va parler des céréales d'une manière générale. On va parler d'un scénario qui aurait pu être critique, hein, mais les probabilités sont faibles. C'est par rapport à la Turquie. Si la Turquie venait à bloquer les navires russes ainsi qu'ukrainiens. Donc là, effectivement, ce serait extrêmement hostile pour les céréales. On va voir pourquoi. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie utilise principalement 3 ports dans la mer Noire et aucun dans la mer d'Azov, hein, parce que dans ce cas-là, les navires commerciaux russes auraient été attaqués sans aucun problème. Donc la Russie n'utilise pas le territoire maritime de l'Ukraine pour exporter ses matières premières. Ça, c'est la première chose à savoir. Seconde chose, l'Ukraine exporte moins de blé, mais beaucoup plus de maïs destiné à la Chine et à l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'il faut également s'intéresser au maïs. Et lors du Good Morning Market de ce matin, on a parlé d'une configuration technique qui nous avait donné un objectif. Et cet objectif, c'était justement les niveaux, les sommets que nous avons atteints récemment. Donc je vous invite à consulter le Good Morning Market d'aujourd'hui. Alors il faut noter que l'Ukraine a arrêté ses expéditions à partir de ses ports. D'un côté, l'Égypte signale l'annulation d'achats en provenance d'Ukraine et de Russie. Et la crainte ici, c'est si la Turquie décidait de bloquer les navires russes ainsi qu'ukrainiens. Dans un contexte où 30% des exportations annuelles de blé et 20% des exportations de maïs pourraient être menacées. Hein, donc, vous voyez ici la part, notamment concernant le blé, de la Turquie, l'impact que cela aurait, mais il faut garder en tête que la Turquie est un gros acheteur de matières premières agricoles de la région de la mer du Nord, et ce scénario reste donc peu probable, on le garde tout de même en tête. Alors, à présent, on va s'intéresser au marché d'échange, hein, très brièvement.
prélèvements avec un repli considérable de l'euro-dollar. Et ici, ce qui a beaucoup joué aussi, hein, c'est la Réserve fédérale américaine et cette attente de hausse des taux aux États-Unis. Pour le moment, on s'est stabilisé, mais ces attentes-là sont en baisse dans la zone euro. Alors, l'impact économique sur l'Europe sera beaucoup plus important étant donné que l'Europe est très dépendante de la Russie d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup plus de commerce entre l'Europe et la Russie qu'entre les États-Unis et la Russie, bien entendu, parce que la Russie est un importateur net d'énergie et qu'il y aura des perturbations logistiques, on en a parlé, qui seront beaucoup plus importantes. Cela pourrait inciter la Banque centrale européenne donc à continuer son impression monétaire. Pour l'heure, le marché des taux indique déjà une possible poursuite de la tendance baissière de l'euro-dollar. On en a parlé, l'euro-dollar qui pourrait aller chercher les indices très prochainement. Alors, on va faire un point sur Swift à présent. Parce que effectivement une exclusion totale de Swift entraînerait un sell-off sur différents marchés, un repli considérable des actifs risqués et une hausse, je pense, exponentielle des matières premières que l'on a abordées jusqu'à présent. Alors, on estime que la Russie pourrait avoir tout de même jusqu'à 300 milliards de dollars d'exposition cachée au dollar américain par le biais de swap. Et donc, la déconnexion de Swift pourrait déclencher un renforcement considérable du dollar. Donc voilà l'impact d'une exclusion totale de Swift sur le marché d'échange. Dans ce cas-là, c'est directement sur le dollar et cela permettrait au billet vert d'augmenter considérablement. Donc on a vu l'impact d'une exclusion complète de Swift sur les matières premières, on l'a vu également sur les indices et maintenant on le voit sur le marché d'échange. Et c'est sur ce que l'on met un terme à cette nouvelle vidéo, ce point concernant l'Ukraine et la Russie. J'espère que c'est clair pour vous. On essaye petit à petit, chaque semaine, de voir de nouveaux éléments, d'étoffer notre vision, notre compréhension de ce conflit. Aujourd'hui, on a ajouté de nouvelles matières premières. On a parlé de l'aluminium. On a parlé aussi de l'impact d'un point de vue du marché d'échange, tout en affinant notre vision sur le commerce entre la Russie et l'Union européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.